Dans l'actualité ce soir, l'ouverture demain du sommet de Bruxelles, la 4e rencontre d'échange entre l'Afrique et l'Union européenne. La Guinée prend part au débat autour du thème « Investir pour les personnes dans la prospérité et la paix ». À suivre, le point sur l'évolution de la fièvre Ebola, plus de peur que de mal actuellement. La psychose a été créée par la façon dont les informations sont relayées. Comment corriger cela? Restez avec nous, on aura des invités. Au sommaire également, les opérations de remboursement des populations de Koya dont les bâtiments ont été démolis pour cause d'intérêt public. Elles reçoivent leur indemnisation, une enveloppe globale de 50 milliards de francs guinéens. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout d'abord, cet arrêté venant du cabinet civil de la présidence de la République, arrêté numéro 793, rapportant l'arrêté du 29 août 2013, portant création du comité consultatif d'instruction des demandes de licence de pêche industrielle et semi-industrielle. Le ministre d'État, ministre directeur de cabinet, arrête. Article 1er. Est et demeure rapporté l'arrêté du 29 août 2013 portant création du comité consultatif d'instruction des demandes de licence de pêche industrielle et semi-industrielle. Il est ainsi mis fin aux fonctions et activités du dit comité. Article 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 31 mars 2014, signé Dr Mohamed Diané. En 2010, on a commencé à parler des accords ACP Union européenne. L'Occident suit de très près les progrès réalisés par l'Afrique ces dernières années et veut saisir les possibilités d'investissement. Le 4e sommet qui s'ouvre demain à Bruxelles va être consacré à la redynamisation des relations Afrique-Europe. La Guinée y est représentée par le président de la République, professeur Alpha Condé. Un sommet ayant pour thème « Investir pour les personnes dans la prospérité et la paix ». Sanassi Keïta. Bruxelles, la capitale belge. C'est ici que le président de la République est arrivé ce mardi 1er avril 2014 pour prendre part aux travaux du 4e sommet Afrique-Union européenne. Un sommet avec en toile de fond investir dans les personnes, la prospérité et la paix. Il s'agit pour les dirigeants africains et européens de relever des défis communs et d'apporter des avantages concrets à leurs citoyens, conformément à la stratégie conjointe Afrique-Union européenne. Deux partenaires qui sont aujourd'hui fiers de la portée et de l'intensité de leurs relations. Relations profondément ancrées dans leurs valeurs partagées de démocratie, du respect des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que le droit au développement. Les assises de ce 4e sommet Afrique-Union européenne, auquel le chef de l'État, professeur Alpha Condé, prendra part pour la première fois, ouvriront ses portes demain mercredi, ici, à Bruxelles. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la lutte contre la fièvre hémorragique virale Ebola. Le gouvernement a mis en place une commission interministérielle. Ses membres se retrouvent chaque jour pour faire le point sur l'évolution de la maladie et l'implication de l'État et des partenaires. Pour la réunion de ce soir, les débats ont porté sur l'aspect communication autour de l'épidémie. Celui de Kira. Les populations guinéennes font face à l'épidémie de la fièvre Ebola depuis environ 3 mois. La complexité liée à ces modes de transmission préoccupe les différentes couches de la société dans leur occupation quotidienne. S'appuyant sur l'accompagnement indéfectible des partenaires au développement, le gouvernement se félicite déjà des actions accomplies dans la riposte contre la maladie. Cette réunion, comme toutes les autres qui se sont passées, celles qui vont suivre, est destinée à mieux prendre en charge tous les aspects liés à cette épidémie Ebola qui, Dieu merci, est en passe d'être sous contrôle, puisque de moins en moins il y a des contaminations et de mieux en mieux les équipes sont amenées à prendre en charge les malades. Nous souhaitons que la sérénité qui jusqu'à présent, Dieu merci, a caractérisé l'ensemble des actions qui sont mises en place, même si parfois certaines actions plus ou moins irresponsables ont tenté d'amener un peu de psychose, que cette sérénité-là perdure, qu'elle persiste et que la collaboration que nous avons avec nos partenaires internationaux qui se déroule de manière extraordinaire continue de la manière dont elle se passe.
Pour rendre plus effectifs les différents mécanismes élaborés par le gouvernement pour l'interruption de la chaîne de propagation du virus, le gouvernement a mis en place un comité de coordination interministérielle de prise en charge. Son objectif, évaluer au quotidien le niveau d'évolution de l'épidémie. Il ressort des travaux de ce comité la nécessité d'informer par tous les canaux la population, notamment celle des régions affectées. Notre objectif, c'est de renforcer davantage la communication, parce qu'il n'y a pas de parade possible face à cette maladie que la prévention. Et cette prévention, pour s'assurer de sa réussite, il faut la communication et une bonne communication. Et je crois, c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui en commun accord avec nos partenaires, avec les autres départements, pour qu'on puisse harmoniser notre communication pour sensibiliser davantage la population, pour leur dire qu'il n'y a pas péril en la demeure et que cette maladie est réelle, elle tue, mais il est aussi possible de se protéger contre la maladie. Si chacun respecte l'hygiène individuelle et collective, dans une semaine ou quelques jours, le virus Ebola peut être derrière nous. Les travaux de ce comité interministériel se poursuivent tous les jours ici au ministère de la Santé et les populations portent déjà les traces individuelles de protection contre la maladie. La population inquiète par rapport à la prise en charge donc du virus Ebola. Je disais tout à l'heure que j'allais recevoir pour vous deux invités. Je commence par Dr Sakoba Keita. Il est le chef du service prévention et lutte contre la maladie, un service qui relève du ministère de la Santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, aujourd'hui, il y a plus de peur. On a l'impression qu'il y a plus de peur que de mal autour de cette maladie. Quelle est la situation globale? Au jour d'aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour 31, nous avons enregistré 129 cas de fièvre hémorragique et 84 décès dans un certain nombre de préfectures. La préfecture la plus touchée est celle de Guéguédou, où nous avons enregistré 79 cas et 57 décès, suivi par Massanta, 23 cas et 14 décès, et Kissidou, 9 cas et 5 décès, la préfecture de Dabola, 3 cas, 2 décès, Dinguiraye, 1 cas, 1 décès, et la ville de Conakry, 11 cas, 4 décès. Mais quand même, je tiens à souligner des signes encourageants sur le terrain. C'est que l'incidence dans les préfectures où cette maladie a commencé, c'est-à-dire le nombre de cas journaliers, a été réduit dans ces derniers temps. Et nous avons la préfecture de Massanta qui a déjà fait 48 heures sans enregistrer de nouveaux cas. Et nous tenons à rassurer aussi la population, car nous avons des informations qu'il y a certaines personnes qui ont contact avec des malades qui ont pu survivre, notamment la famille de monsieur le docteur qui était directeur de l'hôpital de Massanta et qui avait 10 membres de famille. Il y a eu lui qui est décédé et son enfant, et les 8 autres et sa femme sont bien vivants, malgré qu'ils étaient de contacts très rapprochés. En plus, à Massanta, nous avons eu 7 malades qui ont survécu et qui sont en cours qui sont sortis de nos centres d'isolement. Et à Guéguédou, nous en avons 14. Donc l'opinion qui circule pour dire qu'un cas Ebola égale un cas de décès, nous tenons à les rassurer que quand même avec le système mis en place, que la maladie ne débouche pas forcément par un décès. Et nous devons appliquer les mesures de prévention pour que la maladie ne passe pas par vous. Justement, quelles sont ces mesures de prévention? Les mesures de prévention, comme on connaît déjà cette maladie, ça se transmet par les mains sales. Et la plupart des cas que nous enregistrons, ils ont eu des contacts directs avec des personnes malades. Et soit par le biais des visites ou par le biais des décès. Il y a eu certains qui ont manipulé leur corps ou des sécrétions venues de personnes qui sont décédées. La situation de nos agents de santé, la plupart ont été contaminés à travers les contacts par sueur, suite à l'examen de ces malades. Donc, comme on connaît le mode de contamination, nous avons proposé des mesures simples
qui est le lavage des mains avec le savon et avec la solution de chlore. Car ce virus ne résiste pas à l'effet du savon ni à l'effet de la solution chlorée, et éviter le contact avec les cas déjà connus qui présentent les symptômes dont la fièvre, diarrhée, vomissement, fatigue prononcée et saignement. En cas de premier symptôme, direction hôpital. En cas de premier symptôme, nous venons de mettre pour la ville de Conakry et même pour tout le pays un numéro vert qui est le 115. Donc dès que quelqu'un a des symptômes, il peut appeler à ce numéro et nous avons une personne en permanence qui pourra répondre à vos différentes préoccupations. Et en cas que vos symptômes sont éligibles pour nous comme cas suspect, il y a un mécanisme qui va démarrer demain. Il y aura une équipe d'intervention rapide qui pourra se rendre là où vous êtes pour vous examiner. Si c'est vraiment un cas suspect, il y aura dans l'équipe un laborantin qui va assurer le prélèvement et un élément de la Croix-Rouge qui pourra faire la sanitation à domicile. Donc ces 2 jours-ci, on était dans les phases préparatoires. La plupart de ces dispositions, surtout pour Conakry, vont être opérationnelles à partir de demain. Et pour l'intérieur, déjà, ça marche bien. Le numéro vert, pour être précis dans la communication, c'est à partir de tous les opérateurs de téléphonie. Tous les opérateurs de téléphonie. Merci beaucoup, Dr Sakoba Keita. Je rappelle que vous êtes le chef du service prévention et lutte contre la maladie et que votre service relève du ministère de la Santé. Vous nous annoncez le 115 comme numéro vert en matière de communication. La communication, d'ailleurs, on en parle, puisqu'on parle donc de l'importance de cette communication. Il faut préciser qu'un atelier a été animé ce mardi à la Maison de la Presse. Plusieurs journalistes étaient présents à la rencontre. Objectif, apprendre et comprendre des éléments de langage appropriés pour s'adresser aux citoyens. Moussa Komara. Cet atelier vise à recadrer les différents messages de la presse autour de la fièvre hémorragique virale Ebola. Cette initiative du ministère de la Santé, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, il demande aux journalistes de rationaliser l'information pour le bonheur du public cible. Humanitaire. Et que les journalistes et les techniciens de santé transmettent les bonnes informations pour notre population afin que les messages qu'ils reçoivent les aident à éviter d'attraper la maladie. Nous avons envoyé un appui pour les mesures d'hygiène au niveau donc des populations à travers des kits d'hygiène qui seront principalement mis à disposition des femmes. Pendant cette rencontre d'échange, les spécialistes en infectiologie ont tenté d'expliquer l'historique de la fièvre Ebola et les stratégies de riposte. L'objectif est d'arrêter la propagation de l'épidémie qui a fait déjà 80 morts sur 112 malades. La fièvre hémorragique, c'est l'ensemble des infections virales ou bactériennes dont le tableau clinique ici renferme des fièvres, des céphalées et l'hémorragie éventuellement. Je ne savais pas certaines choses, cet atelier m'a permis de les savoir. C'est vrai que ce sont des journalistes qui ont été les premiers à donner l'information autour de cette maladie, mais il est aussi important pour ces journalistes d'être informés par rapport aux messages que certains véhiculent sur les différentes antennes. Des conférences de sensibilisation seront animées dans les gares routières, les lieux de culte par les personnels de santé, dans l'espoir d'éduquer la population sur les règles de protection et de prévention de l'épidémie. Pour l'heure, gouvernement et partenaires demandent aux populations de garder la sérénité. Mon second invité ce soir au sujet toujours de la fièvre hémorragique virale Ebola est le représentant résident de l'OMS, Organisation mondiale de la santé en Guinée. Il s'appelle Dr René Zitsamele Kodi. J'espère que je prononce bien votre nom. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Pour parler donc de l'implication de l'OMS par rapport au virus Ebola, on a vu l'audience que le président vous a accordée, au cours de laquelle vous avez assuré qu'une équipe d'experts nationaux et étrangers existe et que vous faites le point quotidiennement sur la situation de ce virus. Aujourd'hui, où on en est? L'équipe s'agrandit. Nous avons près de 25 experts de l'OMS qui sont là et qui ont été complétés par ceux du CDC d'Atlanta qui sont arrivés depuis hier soir. Le point, c'est le point qu'a fait tout à l'heure le Dr Sakoba.
parce que nous travaillons ensemble depuis. Et vous dire également que tout le monde est réparti entre Conakry, Zérékoré, Kissidougou, Massanta et Kikédou, pour que nous puissions aider les agents de santé qui sont sur place à mener la lutte contre la fièvre Ebola. Vous citiez tout à l'heure Dr Sakoba Keita, il avait l'air d'être assez optimiste tout à l'heure lorsqu'on l'a reçu. Que font aujourd'hui les partenaires dans la lutte contre Ebola? Il faut d'abord saluer la réaction très prompte de tous les partenaires qui sont là et qui, déjà dès le premier jour, sont à l'avant-garde de la lutte contre Ebola. En commençant par la prise en charge des malades, l'enquête des cas autour des cas, la fourniture d'aliments et la fourniture de ressources logistiques pour aider, des médicaments et des autres logistiques pour soutenir la lutte. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de partenaires et de plus en plus, ils viennent pour aider le gouvernement à vaincre cette maladie. En tout cas, le gouvernement, on l'a compris, est sur tous les fronts pour essayer de se débarrasser de cette maladie. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des gens qui voyagent presque tout le temps, qui sont entre l'intérieur du pays et la ville de Conakry? Est-ce qu'il faut se méfier un peu de ces voyages-là? C'est pas ce que je pense, mais c'est ce que pense le règlement sanitaire international. D'accord. Okay. Un document qui a été adopté et ratifié en juillet 2007. Donc tout est régi là-dedans. Dans le cas pareil, nous n'interdisons pas le voyage, dans tous les cas, sauf pour les personnes que nous pensons qui sont un danger pour la santé publique. Un exemple concret, nous avons en ce moment des contacts qui sont identifiés. Et ces contacts, dès qu'ils n'ont pas après les 21 jours, peuvent constituer un danger pour la santé publique et ceux-là sont privés de voyage. Et dès lors qu'on se rend compte qu'ils ne sont plus un danger, ils peuvent voyager comme nous. Donc pour nous, il n'y a pas de restriction en matière de voyage en cas d'épidémie. Pas de restriction en matière de voyage, mais il doit y avoir quand même un comportement un peu plus citoyen de chacun dans la propagation de cette maladie. C'est-à-dire, je veux insister sur le rôle des populations en pareil cas. Le rôle est très important parce que nous avons des cas. Et autour des cas, nous avons des contacts. Et chaque cas constitue une chaîne de transmission. Donc, ceux qui se sentent contacts, on les surveille pendant 21 jours. Donc, ils sont isolés. Donc, ils sont chez eux et on les surveille. On les prend la température matin-soir et voir si en cas de symptomatologie, ils se manifestent pour qu'on puisse leur faire des tests appropriés et savoir s'ils sont malades ou ne sont pas malades. Donc, ils ont l'obligation morale de se sentir concernés pour qu'ils ne puissent pas contaminer d'autres en cas de. Et deuxièmement, respecter les règles d'hygiène qui ont été dites tout à l'heure. Merci beaucoup, Dr René Zitsamele-Kodi. On espère que les messages que vous avez donnés ici vont être entendus. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Le gouvernorat de Conakry a changé de locataire et peut-être de méthode de travail. Le nouveau propose des opérations d'échange. Par exemple, toute information fiable sur un nid de malfrats équivaut à 1 million de francs guinéens. Et ce n'est pas tout. Une tonne de riz pour 500 pneus usés. Des jeunes en ont collecté le triple à Bessia. Du coup, ils ont eu 3 tonnes de riz. Moussa Bangora pour le compte rendu. 3 tonnes de riz pour l'association des jeunes de Bessia Cité École. C'est un geste du gouverneur de la ville de Conakry. Ce don rentre dans le cadre du ramassage des pneus usés à travers la ville. Au total, 1500 pneus ont été collectés par ces jeunes qui entendent accompagner le gouverneur dans son programme d'assainissement de la capitale. Nous avons apporté vos 3 tonnes de riz. J'avais dit 500 pneus, 1 tonne. Vous avez fait 1500 pneus, vous avez 3 tonnes. Mais je vous conseille de ne pas créer l'amalgame, de ne pas profiter de ces pneus-là pour avoir le riz. Et quand on a le riz, vous vous battez dans le partage. C'est le problème de la jeunesse. Moi, je ne donne pas l'argent, mais je récompense le travail fait et les moyens. Je vous conseille de ne pas recycler ces pneus. C'est pourquoi ils seront stockés au SPDT en attendant que les dispositions soient prises
soit sur le plan de la commercialisation en matière première dans les industries qui en ont besoin, ou sur le plan du dépôt dans les sites bien déterminés avec le ministère de l'Environnement. La campagne est déjà lancée. Ces jeunes promettent de faire autant pour que la ville retrouve son image d'antan. Auparavant, Soliba Solet Camara a reçu l'Alliance guinéenne pour la danse et la percussion. Une alliance créée en 2004 pour la sauvegarde et la valorisation de la musique et la conservation des valeurs traditionnelles. Ces artistes sont venus exprimer leur soutien au projet de développement du gouvernement. Avec cette opération, Conakry va être débarrassé de tout ce qui est vieux pneus. La Guinée est à la bonne école. C'est vrai que tout n'est pas encore au top, mais Conakry a réalisé des progrès notables sur le plan de la bonne gouvernance et de l'assainissement des finances publiques. C'est le principal constat fait hier lors du lancement de l'atelier sur le 4e rapport national des suivis des objectifs du millénaire pour le développement. Un constat auquel vient s'ajouter la remarque sur le niveau de pauvreté des citoyens. C'est Kouferman. Stratégie de réduction de la pauvreté dans un contexte national et international difficile. Pendant la décennie 2000, la Guinée a connu des crises sociales et une instabilité politique, avec pour corollaire un tarissement de l'aide extérieure. En 2008, l'armée prend le pouvoir et conduit le pays au banc de la communauté internationale. Conséquence, une baisse drastique des réserves de change, une explosion du déficit budgétaire de 14,4% du PIB en 2010 contre 1% en 2007. À cela s'ajoute le poids de la dette extérieure de l'ordre de 3,1 milliards de dollars. Plus d'un Guinéen sur deux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Près d'un enfant de moins de 5 ans sur 5 est affecté par l'insuffisance pondérale. Près de 4 enfants sur 10 n'achèvent pas le cycle d'études primaires. À cela, il faut ajouter le fait que le taux de mortalité maternelle et infantile reste parmi les plus élevés de la sous-région. Selon l'évaluation de la pauvreté réalisée en 2012, la proportion des Guinéens vivant en dessous du seuil de pauvreté s'établit à 55,5% contre 53% en 2007. Une situation qui suscite un doute pour le rendez-vous de 2015. L'Afrique n'a pas été associée au départ à la définition des objectifs des zones 2. C'est expliquant. Une partie qu'on n'a pas eu le résultat escompté. Et le leçon que les chefs d'État tirent après ça, c'est qu'après 2015, il faut que l'Afrique définisse ses propres priorités. Le retour à l'ordre constitutionnel a permis de relancer l'économie et à réduire l'inflation de 20,8% en 2010 à 12% en 2013. Le tout couronné par l'atteinte de l'initiative PPTE et la création des services sociaux de base. Mine, la transparence dans les sociétés, exercice 2011-2012 a été salué lundi au cours d'une conférence de presse. l'ITIE Guinée a présenté son rapport d'activité sur cette période, un document qui fait l'éloge des performances réalisées par les entreprises minières. Mohamed Camara. Aux paiements effectués par les sociétés minières et les revenus perçus par les administrations publiques. Ce document dénommé rapport de réconciliation ITIE Guinée 2011-2012 note une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Il s'agit de faire la réconciliation des paiements effectués par les sociétés minières versus le trésor public. L'ITIE Guinée qui se fixe pour objectif la promotion d'une plus grande transparence dans la gestion des revenus du secteur minier est en passe de gagner son pari. Le rapport de conciliation qui a été élaboré par le conciliateur Stéphane à l'issue justement de son engagement indique très clairement que les sociétés minières se sont acquittées honorablement des engagements fiscaux et financiers qu'elles ont eu à prendre au sein des différentes conventions qui les lient avec l'État guinéen. À travers ces résultats obtenus, le comité de pilotage ITIE Guinée souhaite ainsi faire valider cette structure auprès de l'ITIE international.
Le monde continue de subir les effets néfastes du changement climatique. La Guinée n'y échappe malheureusement pas. Récemment, des experts se sont retrouvés au Serascor. Ils ont discuté du climat et de son impact sur les secteurs de l'hydraulique, la santé, l'élevage et le développement local. Le point avec Mohamed Sankon. De serre. Conséquence, la sécheresse avance et affecte les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie et de la santé. Des sujets qui ont particulièrement retenu l'attention des participants. Nous avons identifié 3 effets principaux que seraient suscités par le changement climatique. C'est les maladies liées au virus, les maladies liées à l'eau ou les maladies liées à l'air. Donc, si nous nous prenons garde, l'humanité sera toujours confrontée à ces difficultés. Les experts présents à la rencontre d'Addis Abeba démultiplient les acquis, car le niveau de la mer, par exemple, augmente chaque année d'1 centimètre. Il faut donc investir dans l'environnement pour léguer aux futures générations un cadre de vie propice au développement. Les participants en sont conscients. Ils sont prêts à faire un plaidoyer auprès des divers décideurs, chacun à son niveau, pour que les décideurs prennent conscience de l'impact du changement climatique, pour que l'argent conséquent soit mis en place. Le changement climatique est transversal, il concerne tous les départements, mais celui de l'environnement assure le leadership. Je vous exhorte à restituer les informations reçues auprès de vos collaborateurs et institutions respectives. À chacun de jouer son rôle, car nous constatons tous des changements autour de nous depuis une dizaine d'années en matière de dégradation de notre cadre de vie. Pensons-y. Disait en titre, l'indemnisation des populations de Koya est en cours. Il s'agit des personnes dont les maisons ont été démolies pour cause d'intérêt public. Une enveloppe de 50 milliards de francs guinéens donnée par le chef de l'État est consacrée à cette opération. Une opération supervisée par le ministre des Travaux publics. Reportage Nour Diallo. 50 milliards de francs guinéens, c'est le budget engagé par le président de la République pour indemniser les familles déguerpies à Koya. Le montant sera réparti en fonction des bâtiments réalisés et des arbres plantés sur les sites. 904 familles sont concernées par cette opération d'indemnisation. Pour la première étape, le quartier Fili 1 est concerné. Ici, la conformité des dossiers est d'abord la règle avant d'obtenir la fiche de... Nous essayons d'évaluer physiquement le préjudice en question sur le bâti et les arbres fruitiers. Ensuite, la troisième étape est de délivrer, comme vous avez vu, un petit papier qui dit, tout va bien. Après obtention des fiches de paiement par la sous-commission validation, les représentants des familles sont orientés à la mairie de Koya. Ici, ils perçoivent les montants qui leur sont destinés. Cette fiche est envoyée maintenant à la commission de paiement, le registre, et moi aussi je vise. La demande de paiement est envoyée à la pairie, au représentant de la pairie qui a établi le chèque. Et le chèque, avant d'être remis aux bénéficiaires, enregistré dans un registre où l'intéressé aussi a acquitté et il a aussi sa photo là-bas. Le ministre des Travaux publics a salué le calme et la compréhension entre les populations de Koya et la commission d'indemnisation. Cette commission est en train de travailler dans la transparence totale, où les autorités préfectorales et communales sont informées, où les populations sont informées, et il y a un suivi de la part de la commission sur le terrain. Et le paiement est en train de se faire conformément au document qui a été élaboré par la commission préfectorale. Pour dédommager l'ensemble des familles concernées, cette opération d'indemnisation va durer 37 jours. Dans l'actualité nationale encore, les impôts des cadres de 3 régions du pays sortent d'une formation. Il s'agit de Zérékoré, Kankan et Farana. C'est une formation sur l'amélioration du service rendu jusque-là dans la collecte des recettes. Les cours étaient donnés par des experts tunisiens. Francis Collier. Ils sont une cinquantaine de cadres et agents des impôts des régions administratives de Zérékoré, Kankan et de Farana à se mettre à l'école du perfectionnement. La formation est initiée par la Direction nationale des impôts en collaboration avec le programme d'appui au renforcement des capacités et de gestion économique et financière. Ce projet se propose d'améliorer la gestion des finances publiques
donner un appui consistant au secteur sylvicole et minier et d'améliorer la coordination des projets. En apportant notre appui à cet atelier régional, nous croyons fermement que le programme que vous allez suivre, surtout avec l'appui de la DNI, renforcera la capacité technique et créera au sein de vos services une masse d'expertise dans le domaine de la fiscalité. Pour le directeur national, la formation est un élément clé pour que le service des impôts soit un instrument de développement de l'État. Le ministère délégué au budget fera en sorte que le programme de formation à thèmes variés, piloté par le PASTEGEV, qui vient de commencer à Dabola, puis faire un bon chemin jusqu'au bout. Après cette formation de Dabola, les agents et cadres des impôts de la région de la Basse-Côte et celle de la Moyenne-Guinée se réuniront eux aussi à Mamou pour la même formation. À Mamou, un cadre de concertation vient d'être mis en place. C'est une plateforme qui ouvre les débats et donne la parole à tout le monde. Il s'agit d'une gestion participative pour que toutes les structures sociales se sentent concernées par ce qui se passe. C'est le plus grand acquis des journées de réflexion qui viennent de se tenir dans la ville Carrefour. RTG Mamou, Mamadou Paté Baldé. Financé par le PACV2, cette rencontre va permettre de mettre en place des cadres de concertation régionale en vue d'améliorer la gouvernance territoriale participative. Il fallait chercher à utiliser ce cadre de concertation pour le cadre public, permettre à tous les acteurs de processus de centralisation de parler le même langage. Parce que tous ces cadres-là concourent au processus de décentralisation au niveau de nos collectivités locales. Ce département se bat pour lier l'acte à la parole. Et c'est ce qui fait la grâce de ce département, c'est ce qui fait la base de notre espoir, c'est ce qui fait la source de succès. La mise en place des cadres de concertation va renforcer le dialogue et la synergie d'action entre les différents acteurs de développement pour une meilleure gouvernance territoriale. Créer un espace de concertation pour tous les acteurs, toutes les parties prenantes est vraiment quelque chose de très important qui va encore donner plus de visibilité et de lisibilité à la décentralisation. Dans cet esprit, le gouvernement du professeur Fakonde, soucieux de qualifier davantage la politique de décentralisation, entend accompagner les acteurs dans la mise en œuvre et la pérennisation des cadres de concertation afin qu'ils puissent assurer une participation citoyenne dans les instances de décision et pour leur implication dans le développement local. Bientôt le forum des Sigiri, les préparatifs ont déjà commencé. Les organisateurs réfléchissent à la mise en place de groupes thématiques et surtout comment axer le débat sur la promotion de la paix et le développement de la préfecture. Karim Kamara a essayé de comprendre les différentes étapes de ces préparatifs. Il a relevé également que le projet cristallise l'attention de toute la région de Kankan, voire au-delà. Suivez. Les filles et fils de Sigiri mènent des réflexions autour d'un forum. Objectif, définir un plan d'action stratégique pour un développement durable et harmonieux en faveur de leur préfecture. On a compris qu'il est vraiment temps qu'on organise ce forum pour préparer, planifier l'avenir de Sigiri. La question de rendez-vous pour l'après-SAG. Qu'est-ce qui nous permet de prévenir cela? C'est de pouvoir gérer correctement les revenus de la SAG. Autour de 10 ateliers thématiques, le forum de Sigiri permettra d'identifier les obstacles et les freins au développement socio-économique à la base, avec l'appui du gouvernement et les partenaires au développement. Nous avons voulu que ce forum soit un point de départ pour le décollage économique de Sigiri. Et pour cela, nous avons inscrit à l'ordre du jour de ce forum 10 thématiques sur tous les problèmes de développement de Sigiri. Et pour connaître les préoccupations des communautés à la base, un premier forum a été déjà organisé dans les 12 communes rurales de développement que compte la préfecture de Sigiri. Éducation, la toute première promotion de la faculté des sciences techniques et appliquées de l'université Amadou Dieng sur le marché. Une remise des diplômes parallèlement à celle de la 4e promotion sciences humaines, sciences juridiques et sciences économiques. Au total, un peu plus de 250 nouveaux diplômés. Martin Francine Adono.
Ils sont plus de 250 étudiants spécialisés dans les filières comme économie, gestion, commerce international, douane, droit, génie géologique et mines. Après 3 ans d'études, ils ont reçu leur diplôme. Prochain défi pour ces jeunes, la recherche de l'emploi. Maman, la fondatrice Sion International, est le fruit de votre souci de contribuer à la formation des jeunes et de toute personne désireuse de se former. Avec ses campus de Mania à Koya, Labé et Sangoya à Conakry, l'université Amadou Dieng opte pour un enseignement de qualité. J'ai de la formation de la maternelle à l'université en passant par le professionnel. Nous manipulons 4500 enfants. L'État fournit beaucoup d'efforts dans ce secteur, donc il a besoin d'être aidé. C'est pour ça que je suis venu aux côtés de l'État pour aider à ce que ces enfants-là réussissent grâce à l'université Amadou Dieng. Tout en saluant les efforts de l'établissement universitaire, les autorités administratives et éducatives encouragent les encadreurs et la fondation de l'institution Amadou Dieng à la promotion de la culture citoyenne. Il faut professionnaliser notre enseignement, doter nos futurs étudiants d'armes compétences, d'armes professionnelles pouvant leur permettre justement de s'imposer sur le marché du travail. Il est extrêmement important que l'université reste une entreprise citoyenne. Il est extrêmement important que même payante, l'université reste un lieu d'obligation de transmission du savoir-faire et du savoir-être. Il est extrêmement important que, quelles que soient les préoccupations de profitabilité économique, que l'université reste un endroit de reproduction sociale des élites de notre pays. Je voudrais insister sur cela auprès des professeurs. Aux étudiantes et aux étudiants, refusez de vous habituer à la maison. Détestez le lit. Et posez-vous la question à chaque soir, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Pardon, ne devenez pas les intellectuels du bistrot ou de thé. Cette promotion porte le nom de feu Dr Légué Djiromou, un des célèbres encadreurs de l'université Amadou Dieng, assassiné en 2013 à son domicile par des inconnus. Et puis cette note par laquelle le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration informe tous les fonctionnaires, les mouvements syndicaux, les chefs de service et l'ensemble de la population de la mise à disposition d'un numéro vert gratuit relatif aux opérations de recensement biométrique des fonctionnaires et contractuels permanents de l'État. Il s'agit du numéro de téléphone 623 77 00 00. Le 623 77 00 00. Le ministre invite les agents de la fonction publique et l'ensemble des citoyens de faire bon usage de ce numéro pour toutes informations pouvant contribuer au bon déroulement de cette opération de recensement et d'identification biométrique. Le ministre s'est compté sur la contribution de toutes et de tous. Signé le secrétaire général Famara Diao Baldé. C'est un grand ami de la Guinée qui vient de faire ses valises. Antonio Boama est resté 4 ans à Conakry. Il était le coordinateur de l'association du système des Nations Unies dans notre pays. Une cérémonie d'adieu lui a été organisée avec des témoignages de son engagement pour la cause Guinée. Abdoulaye Diallo. Après avoir passé 4 ans en Guinée, Antonio Boama, coordinateur du système des Nations Unies, quitte notre pays pour le Congo. Pour témoigner les moments agréables passés avec l'homme, un cocktail est organisé pour la circonstance. Parmi les mérites à son actif, figure en bonne place la réussite de la période transitoire en Guinée. Il revient aux Guinéens de prendre, je dirais, tout le succès de cette transition est maintenant bâti sur ça. C'est un sentiment aussi de remerciement, reconnaissance de mon staff, de l'équipe pays de système des Nations Unies. Donc pour moi, je suis toujours animé par ce sentiment. Et je reste toujours convaincu que la Guinée ira très loin. De remerciements et beaucoup d'émotions pour un coordinateur résident qui a aimé la Guinée, qui a été à côté de la Guinée, qui a contribué au développement socio-économique de notre pays de la Guinée. L'un des moments forts de la cérémonie d'adieu, c'est aussi ces présents offerts à l'ex-coordinateur du système des Nations Unies, Antonio Boama. Il symbolise la culture guinéenne qu'il a toujours aimée.
Il s'en va donc. Religion, l'association Nourdine Islam de Kankan poursuit sa campagne dans le cadre de l'éducation islamique. C'est l'érudit Cheikh Souleymane Sidibé qui conduit la caravane. L'étape du week-end passé, c'est El Fouta Dialon. Ansouman Toumani Kamara a suivi cette démarche. Un des grands centres de rayonnement de l'islam en Guinée s'est mobilisé pour recevoir cette caravane religieuse qui sillonne le pays pour vulgariser les vertus de l'islam. Cette étape dans la cité de Karamoko Alpha Molabé a réuni toute la crème des grands foyers islamiques du Fouta Dialon. Ces religieux ont vivement salué la démarche de l'érudit de Kankan qui, selon eux, a choisi une approche très pratique pour recoudre le tissu social en Guinée. Par cette visite, l'érudit Cheikh Souleymane dit être venu saluer le Fouta et partager la bénédiction avec les sages. Il est également venu exprimer son souhait de voir uni le Fouta et la Haute-Guinée. En retour, nous lui souhaitons la bienvenue et soutenons sa démarche. À Pita et à Dalaba également, le président de Nourdine Islam a invité les Guinéens à l'acceptation dans la différence. Selon le Saint-Homme, la Guinée, pays de l'islam à plus de 80% de sa population, doit se départir de certaines considérations qui ne font pas honneur à la religion du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Nous sommes venus vous entretenir pour votre intérêt, celui de la patrie et de notre religion commune, l'islam. N'oubliez pas que chacun de nous sera jugé demain en fonction de ses gestes et actes. Alors agissons positivement. Dans chacune des villes visitées, El Hadj Souleymane Sidibé a fait des prières et des bénédictions pour la concorde sociale et la prospérité de chaque Guinéen. C'est la fin de cette édition d'information. Toutes nos excuses, on a été plus long que d'habitude. Demain, Adel Kamara sera là pour d'autres informations. Bonsoir.